Ok, j'espère que tout le monde me suit. Allô, allô? Ok, parfait. Bon, tu vois, je suppose qu'il y a au moins une personne connectée déjà. Non, non, j'ai approuvé le live, c'est bon, Ok, on c'est t'entend bon. déjà. Mhm. Bonsoir tout le monde. Je suppose que il y a encore certains qui essaient de se connecter. On va leur donner encore quelques minutes. À 20h10, on devra commencer. Pour ceux qui se connectent, s'il vous plaît, spécifiez votre votre localisation, que je puisse savoir c'est le Canada, les États-Unis, l'Europe, et ainsi de suite. Voilà le Canada. Parfait. Bon, je suppose qu'on va commencer. Il est 8h, 20h, 25 minutes à Québec City. Ok. Moi, c'est Justin Kameni, fondateur des immeubles JOK, JOK, informaticien également, au Québec depuis plus de 9 ans aujourd'hui. J'ai commencé l'immobilier, ça fait effectivement 8 ans, parce que je suis arrivé au Québec en
janvier 2011. Venu du Cameroun, comme vous, passant par la Belgique. Je suis arrivé au Québec en 2011 et j'ai commencé l'immobilier aux alentours de 2012. OK. Donc, dans ce qui concerne l'immobilier, je vais partager avec vous aujourd'hui mes expériences de 8 ans d'expertise en immobilier comme investisseur et comme coach. On va aborder le point de investissement immobilier au Canada ou bien en Amérique du Nord versus l'immobilier en Afrique. J'aimerais un peu parler de ce point-là. On va également parler de l'état des lieux de l'immobilier au Canada. Après ça, on va parler un peu du potentiel d'investissement avec la crise qui arrive à grande vitesse. Qui dit crise dit opportunité. Et on va boucler notre live avec les techniques telles que c'est dit, investir en immobilier, mythe ou réalité. Donc, je vais vous présenter 2 techniques ou 3. Il y en a environ 9 que j'ai là dans ma tête. Mais on va parler de 2 techniques ce soir pour acheter avec très peu d'argent, bien sans argent même. Donc, sans plus tarder, dans le monde de l'immobilier, je l'ai commencé depuis mon âge, très jeune âge, avec mon papa qui a investi beaucoup dans l'immobilier au Cameroun. Tout jeune, je tirais déjà les fers, je partais de la quincaillerie avec les barres de fer pour le chantier. Je préférais aussi aller puiser de l'eau dans le puits pour frapper les parpaings, suivre les chantiers de mon papa, que d'aller au champ. C'était pour moi comme une occasion de me libérer du champ. Donc, j'ai eu cette fibre de l'investissement immobilier, contrairement à mon papa ou bien en Afrique. L'immobilier en Afrique, pour la plupart du temps, c'est du cash ou bien beaucoup de cash. C'est pourquoi j'ai tenu à parler un peu de l'immobilier au Canada versus l'Afrique. Donc, en 2012, j'ai commencé dans l'immobilier ici. Puis, en 2014, j'ai acheté avec quelques amis déjà 2 immeubles à la fois. J'ai toujours eu cette occasion d'acheter 2 immeubles. À chaque fois, je fais un investissement en immobilier. Donc, aujourd'hui, j'ai un parc d'environ 3 millions de dollars en immobilier. Et où est-ce que je vais? Je veux bien avoir une tour comme je vois bâtir les tours dans les centres-villes. Ça, c'est où je vais. Je viens ici avec avec 5 000 euros comme une dette ayant reçu l'emprunt en Belgique. Mais ce n'est pas le lieu d'où tu viens qui est important, c'est où tu vas qui est important. Quel que soit le temps que ça prendra, quand tu sais où tu vas, tu finis toujours par y arriver. Donc, l'immobilier au Canada, yes. Je prends 2 exemples ici pour comprendre la notion de cash en Afrique et la notion de crédit. Certains vont dire, je n'aime pas le crédit, c'est très dangereux, tu vas payer sur 20 ans, sur 25 ans. Je vais prendre un exemple pour vous élucider cela. L'exemple, elle est très simple. Je vous donne 100 000 dollars et je vous donne le choix d'acheter 10 immeubles à raison de 10 000 dollars par immeuble et un emprunt de 90 000 dollars pour chacun des immeubles. Ou alors vous achetez un immeuble de 100 000 dollars one shot en cash. Vous n'aurez pas de prêt hypothécaire sur la deuxième possibilité. Donc vous recevez chaque mois du cash complètement de vos locataires puisque l'immeuble est complètement payé. Ce que je vais attirer votre attention ici, on va partir sur l'hypothèse que chaque immeuble, comme ils sont tous identiques, toutes choses égales par ailleurs, donc le premier immeuble, vous avez un emprunt de 90 000 dollars, ça veut dire que vous avez une hypothèque capital et intérêt à payer, et je vais prendre
gardez l'hypothèse que vous avez gardé $100 par mois pour cet immeuble qui génère, supposons $1000 par mois. Vous allez payer $900 en charges, hypothèque, taxes et toutes les dépenses. Donc, vous avez un cash flow, bien un bénéfice net avant impôt de $100. Ça veut dire que vos 10 immeubles vont vous générer $1000 parce que vous avez $100 par immeuble. De l'autre côté, votre voisin a acheté son immeuble one shot au complet. Donc, au lieu de donner $900 à la banque, il va empocher ces $900. Par conséquent, il va donc avoir $1000 en cash avant impôt dans ses poches. Mais qui a fait le bon investissement? Ça, c'est la question que je vais vous poser. J'aimerais que vous répondiez rapidement dans le chat. Je vais voir un peu ce que vous pensez. Et par la suite, on va essayer de détailler. Donc, vos commentaires. Il n'est qu'une évidence que le monsieur qui a acheté 10 immeubles à $10,000 chacun des immeubles et en hypothèque de $90,000 par immeuble a fait le bon investissement. Tout simplement parce que... peux-tu reformuler la question? Ok, je vais reformuler la question. Donc, je dis ceci, je vous donne $100,000. Vous avez le choix d'acheter un immeuble à $100,000 sans hypothèque ou acheter 10 immeubles identiques. Au premier immeuble de $100,000, vous achetez 10 immeubles identiques qui génèrent le même revenu et vous avez une hypothèque de $90,000 et vous avez mis une down payment de $10,000. La question est de savoir qui des deux a fait le meilleur investissement. Celui qui a investi dans 10 immeubles car son actif s'élève à 1 million. Pourtant, le deuxième a un actif de $100,000. Parfait, Stéphanie. Ce n'est qu'une évidence et c'est ça qu'il va falloir que vous mettez dans votre tête aujourd'hui. Il faut que vous sortez de ce séminaire en disant que je dois mettre le moins d'argent possible dans chaque transaction immobilière que je fais. Le moins d'argent possible. Moins tu mets de l'argent, plus ton rendement est élevé. Il y a ce qu'on appelle l'effet de levier, la capitalisation en immobilier. La capitalisation en immobilier. Parce que c'est simple, le premier immeuble a, disons, une plus-value de 2%. Ça veut dire que 10 immeubles, ça va faire $200 par immeuble. Je pense que c'est ça la plus-value de 2% par an. Ça fait $2,000 par immeuble fois 10, ça fait $20,000 que vous engrangez directement à la fin de la première année. Pendant ce temps, notre monsieur a juste eu son immeuble vaut $102,000. Donc, évidemment, le meilleur investissement, c'est celui qui a injecté $10,000 pour 10 immeubles. Ça, c'est la notion de l'acheter en cash ou acheter à crédit. Si j'ai la possibilité d'acheter avec $0 de mise de fonds, je vais sauter par là que d'aller porter tout l'argent des beignets des enfants ou bien de la famille pour acheter l'immeuble. Donc, vous avez compris dans la notion de crédit que nous avons en Amérique du Nord versus la notion de cash qu'on achète beaucoup en Afrique. Je me rappelle dernièrement, en tout cas, dans mon entourage, beaucoup disent qu'ils s'en vont investir en Afrique. Ça semble bon, c'est des choix. Ça prend beaucoup de cash. Ça prend beaucoup de cash. Juste un terrain en Afrique, ça va coûter peut-être déjà 10 millions, 5 millions et qu'il faut prendre en cash. Et après, il faut construire avec beaucoup de cash à mettre en place. Donc, c'est pour ces raisons, moi, j'ai choisi d'investir ici. Le jour où je vais retourner en Afrique, je vais revendre tout ça et repartir
en Afrique juste pour manger mon argent. Parfait. Donc, le deuxième point qu'on va aborder, c'est l'état des lieux de l'immobilier au Canada. Ça fait depuis plusieurs années, l'immobilier, il est cyclique. Ça veut dire quoi cyclique? Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a la hausse et puis après un certain temps, il y a une baisse. Et dans l'histoire de l'immobilier canadien ou bien en Amérique du Nord, on parle d'un cycle de 20 ans. Je me rappelle, ça fait peut-être 5 ans qu'on parlait de la fin du cycle haussier et on s'attendait à un cycle baissier. Qui dit haussier, ça veut dire qu'une hausse fulgurante des prix. Steph, la dette n'est pas dangereuse quand tu l'utilises bien. Il ne faut donc pas confondre la dette que tu prends pour aller acheter ta mini paire de chaussures ou bien ta belle voiture avec la dette que tu vas aller acheter l'immeuble. Il y a ce qu'on appelle, je profite pour faire une différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. La bonne dette, c'est la dette qui vous permet de générer plus d'actifs. Et la mauvaise dette, c'est cette dette-là qui vous permet de générer du passif. Pourquoi? Si je prends une dette de 100 000 $ sur ma marge de crédit, que j'achète un immeuble qui me génère 1 dollar par mois, alors je dirais que ça c'est une bonne dette. Mais si je prends le même 100 000 $ sur la marge de crédit, que j'achète une voiture juste pour me faire ce beau plaisir, je dirais que ça c'est une mauvaise dette. Donc la notion de bonne dette et de mauvaise dette. Par conséquent, même en immobilier, si vous faites un mauvais achat, ça sera donc une mauvaise dette. C'est pour ces raisons qu'il faut toujours faire un bon achat. Je vais rentrer dans la phase de réponse aux questions un peu plus après avoir balayé au complet les différents points. Donc, le deuxième point que je voulais qu'on discute, partage aujourd'hui, c'était l'état des lieux de l'immobilier. Je parlais tantôt d'un cycle généralement de 20 ans au Canada, en Amérique du Nord, un cycle immobilier de 20 ans. Et, bon, on s'attendait à une baisse des prix parce qu'on était presque à la fin du cycle aussi. Vous avez vu, pour ceux qui ont suivi l'actualité immobilière, des investisseurs qui, à Vancouver, achetaient même le prix d'un condo, ça valait presque 1 million. Et il y a eu un resserrement hypothécaire qui a fait que des investisseurs sont déplacés vers Toronto. Donc, à Toronto, c'était aussi une montée fulgurante des prix. Je me rappelle, je suis allé à Hamilton. À l'époque, je comptais vivre dans ce coin-là. Je suis allé à Hamilton. Il y avait un 6 logements. Le prix listé était aux alentours de 300 000 $. Ça, c'était aux alentours de 2013 par là. Le prix de vente au finish, c'était plus de 200 000 de plus par rapport au prix listé. Donc, c'était un peu comme de la vente aux enchères. Bon, c'était juste une parenthèse. Et donc, étant donné qu'on a restreint les règles à Vancouver, les investisseurs sont déplacés vers Toronto. Arrivé à Toronto, on a aussi resserré les règles d'investissement. Ils se sont déplacés vers Montréal. Et vous voyez bien qu'il y a la crise. Au dernier rapport immobilier, on parle d'une hausse de 8% de prix à Montréal. Bon, on s'attend à une avalanche d'opportunités. Tout dernièrement, si vous avez également suivi les nouvelles règles hypothécaires, la SCHL a resserré, par rapport à la crise qui arrive, à resserrer les règles hypothécaires. Et aujourd'hui, on parle d'avoir un score de 680 points minimum. Et il faudrait que l'amortissement, l'ADT ou bien l'ABT soit de 35% ou 42%. Donc, on passe de 39% en ce qui concerne l'ABT et à 35%, de 39 à 35%, et puis de 44 pour l'ADT à 42.
Ça veut dire que ça réduit drastiquement, bien de façon considérable, votre capacité d'emprunt. Et qui dit réduire la capacité d'emprunt dit que beaucoup des premiers acheteurs ou bien plusieurs acheteurs vont devoir soit reporter leur projet. Et qui dit reporter le projet dit qu'il y aura moins d'acheteurs. Et quand il y a moins d'acheteurs, j'espère que vous me comprenez mieux là. Quelqu'un parle d'un point de volume. Quand il y a moins d'acheteurs, quand il y a moins d'acheteurs, ça veut dire que on se retrouve avec une baisse. Le marché devient vendeur, le marché devient acheteur. Ça veut dire quoi, marché acheteur? Quand on parle d'un marché acheteur, ça veut dire qu'il y a plus d'offres d'immeubles sur le marché que de nombre d'acheteurs. Et par conséquent, beaucoup de vendeurs seront ouverts à des négociations, beaucoup de patience dans le processus de vente. Donc, le taux d'intérêt est également très bas, bien que le taux d'intérêt bas et un resserrement de taux hypothécaire des règles à SHL va bien évidemment réduire la capacité et le nombre d'acheteurs sur le marché. Ceci vient donc vous présenter une opportunité d'investissement, puisque le marché sera acheteur. Donc, un autre point, donc, comme je parle effectivement d'un gros potentiel d'investissement en immobilier, je vais essayer de revenir sur la genèse de ce resserrement. Bon, je vais essayer de... Ça, c'est mon point de vue à moi. Au tout début de la crise, des gourous de l'immobilier ont fortement recommandé aux investisseurs de refinancer rapidement les immeubles pour ressortir l'équité qui est dans l'immeuble. Ça veut dire quoi l'équité? C'est le différentiel entre la valeur de l'immeuble versus le solde hypothécaire. Donc, on va prendre 80% de la valeur économique moins le solde hypothécaire. En cas très simple, supposons que vous avez acheté votre immeuble à 100 000 dollars en 2010 et que en 2014, cet immeuble vaut 140 000 dollars. En 2014, vous avez donc déjà 4 ans de capital payé. 140 000 dollars multiplié par 80%. Pardon. 140 000 dollars multiplié par 80%, moins le solde hypothécaire. Supposons qu'il y ait une solde hypothécaire de 60 000, bien, je donne un chiffre n'importe comment là. On va calculer rapidement. Donc, 140 000 multiplié par 0,8 moins, donc, supposons qu'il y a le solde hypothécaire de 80 000 dollars. Je donne le chiffre au hasard là. Ça veut dire que vous avez une équité de 32 000 dollars. Et la beauté de l'immobilier, c'est que cette équité-là, vous pouvez chercher. C'est un emprunt que vous pouvez retirer libre d'impôt pour aller acheter votre bagnole. Soit pour acheter votre bagnole ou bien acheter d'autres immeubles. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, les gourous de l'immobilier ont conseillé aux acheteurs, aux investisseurs de refinancer pour ressortir l'équité dans les blocs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, pour contrer cela, je dis bien, c'est mon analyse personnelle, pour contrer cela, la SCH a resserré les règles. Je vous ai présenté tantôt là le resserrement des règles au niveau personnel et résidentiel, mais il y a eu un autre resserrement des règles au niveau des investisseurs. Le resserrement des règles au niveau des investisseurs, c'est tout simplement que tu ne peux plus refinancer, comme je disais tantôt, pour aller t'acheter peut-être une bagnole ou bien pour aller faire tes voyages. Aujourd'hui, on n'a pas de choix que de réinvestir dans l'immobilier. Donc, un refinancement en date d'aujourd'hui, c'est soit pour faire une nouvelle construction, une nouvelle acquisition ou bien des rénovations dans l'immeuble. Ça, on en passe là. Donc, je vous parle tantôt tout cela va faire que beaucoup de gens vont limiter, beaucoup d'acheteurs
vont se retirer du marché d'investissement et le marché sera donc acheteur. Donc, étant donné qu'il y a du potentiel, je vous dis, voilà, il y a du potentiel et j'ai envie là présentement, j'ai fait une offre dernièrement sur un immeuble de 4 logements à Québec, là, sur la première avenue. Pour ceux qui connaissent Québec, l'immeuble est vendu à 337 000 $, en tout cas. Le prix d'année, c'est 357 000 $. Et puis, après discussion, c'est entendu sur 337 000 $. Mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est ça la beauté. Quand vous connaissez vos affaires, vous en sortez toujours. Le vendeur, pour 20% de mise de fonds, le vendeur, lui, il va mettre 37 000 $. Et moi, je vais mettre 30 000 $ de mise de fonds. Et c'est ça là de la beauté de l'immobilier. C'est vraiment beau. Donc, vous voyez, pour une transaction de 335 000 $, où il faut 67 000 $ de mise de fonds à raison de 20%, le vendeur, il met même plus d'argent que moi. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin, là, dans le point 4, les techniques d'achat sans argent ou bien avec très peu d'argent. Serge, je vais revenir aux questions tantôt. Je vais revenir aux questions. Je pense qu'on aura un peu plus de temps là pour jaser des questions. Mais soyez juste un tout petit peu patient et je vais parler du dernier point qui est le point central qui a attiré votre attention à venir à ce webinaire. Donc, les techniques d'achat. J'ai préparé deux techniques très simples. Le concept de RAP et réel RAP que certains ont certainement entendu parler dans ce Québec. Au Canada, bien en Amérique, aux États-Unis, il y a le concept de FTE. Je ne connais pas très bien, hein, mais ils ont un programme similaire aux États-Unis. Ce sont nos cousins. Donc, ils sont un peu, on a un peu des choses similaires. Donc, parler du marché immobilier au Canada, les techniques qu'on applique au Canada viennent aussi généralement des États-Unis. Donc, je vais vous parler de deux techniques pour acheter presque sans argent et même sans argent. Je dis bien sans argent et je pèse bien le mot sans argent. On va prendre le RAP, la technique du RAP. Il y a ce qu'on appelle Qui connaît ce qu'on appelle le RAP? Le rap. On parle de rapper. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle le rap? Est-ce que vous pouvez dire si vous connaissez le mot rap? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le mot rap? Bon, il y a dans le concept de rap au Canada. Pas comme sinon. Le régime d'accession à la propriété, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a le concept de réel RAP, le réel régime d'enregistré d'épargne retraite, qui existe bien au Canada, et puis le RAP. Quand tu as ton réel que tu as constitué, alors avec le réel constitué, tu peux rapper ce réel-là pour acheter ta première propriété. Première propriété. Yes. Le RAP. Bon, pourquoi je présente ça un peu comme une technique d'achat sans argent? Il y a une subtilité dans ce concept. Vous avez travaillé pendant quelques années et vous avez une capacité de RAP. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de 35 000 $ par personne du couple. Donc, un couple peut aller rapper jusqu'à 75 000 $ pour faire l'achat. Donc, rapper, comme on a dit, c'est rachat, régime d'accession à la propriété, surtout votre première propriété. Donc, si vous avez
une capacité de RIER. Supposons, je vais considérer de 70 000 dollars ou bien de 25 000 dollars. Je suppose qu'il y a des célibataires ou bien des personnes qui vivent seules. Donc, vous avez une capacité de RAP de 25 000 dollars ou bien de 35 000 dollars. Vous n'avez 0 dollar dans votre RAP, dans votre RIER. Je dis bien 0 dollar dans votre RIER. La chose qu'on va faire, c'est de faire un prêt RIER. Donc, vous voyez le banquier, vous faites un emprunt, ça peut être une marge de crédit, et vous versez cela dans votre RIER. Ça, c'est ce qu'on appelle le prêt RIER. Ayant fait cela, vous allez laisser l'argent dans ce RIER 90 jours minimum, et puis vous allez rappeler ce montant-là pour faire votre mise de fonds. Ça, c'est ce qu'on appelle le prêt RIER RAP. Vous voyez que vous n'avez rien sorti de votre poche pour acheter votre maison, votre immeuble. Moi, je ne veux pas parler de maison unifamiliale. Je sais que c'est faisable pour la maison unifamiliale, mais je ne veux pas rentrer. Je n'aime pas la maison unifamiliale. Moi, c'est ce qui met l'argent dans mes poches. Et une parenthèse, question que j'avais posée à la plupart de mes amis quand on est arrivé au Canada. La maison unifamiliale, est-ce un actif ou un passif? Si vous pouvez répondre à cette question, ça me ferait plaisir, mes chers amis. La maison unifamiliale, est-ce un actif ou un passif? Là où vous dormez, votre résidence principale, est-ce un actif ou bien un passif? Donc, est-ce que la résidence principale où vous dormez avec vos enfants, est-ce un actif ou bien un passif? C'est un passif. Est-ce que la maison unifamiliale ou votre résidence principale, est-ce un actif ou un passif? Parfait. Ça veut dire que vous connaissez déjà la différence entre un actif et un passif. Si on se fie à la définition, de actif, un actif, c'est ce qui apporte de l'argent dans mes poches. Et un passif, c'est ce qui sort l'argent de mes poches. Aussi simple que ça. Tant et aussi longtemps que votre résidence principale ne met pas un seul sou dans votre poche, c'est considéré comme un passif sur la base de cette définition. Mais si vous achetez votre maison unifamiliale et que vous commencez à faire du Airbnb, là, vous avez converti votre maison unifamiliale à un actif. Donc, on revient encore sur notre concept de prêt RIER RAP. Je vous ai dit tantôt, vous faites un emprunt sur une marge de crédit, vous versez dans votre RIER parce que vous avez une capacité de RIER de 25 ou bien de 30 000. Vous le foulez, vous le remplissez au complet et puis vous allez râper cela pour faire l'argent de votre maison. Je reviens, il y a quand même un tout petit inconvénient sur ce terme de prêt RIER RAP. Le seul inconvénient, c'est que vous avez de la mensualité pour rembourser vos RIER. Vous avez jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans pour rembourser quand vous avez râpé. Mais, même si le taux d'intérêt est plus élevé parce que vous avez augmenté votre marge de crédit, ça veut dire que vous avez réduit votre capacité d'emprunt parce que vous avez déjà une marge de crédit qui est ouverte. Mais ça vous donne accès à la propriété qui génère du cash dans votre poche. Donc, moi, je préfère, si j'ai 30 000 dollars dans mon compte, au lieu de prendre les mêmes 30 000 dollars pour aller acheter la maison à revenu, j'irai prendre 30 000 dollars de marge de crédit. Je vais dans mon RIER, je retire de mon RIER, j'achète la maison unifamiliale, j'investis en immobilier avec, donc j'achète mon Plex avec. Aussi simple ça. Et mon 30 000 dollars que j'ai dans ma poche, dans mon compte, je le laisse là ou bien je fais d'autres investissements avec.
Est-ce que je me fais comprendre? Il me semble que des gens ont des problèmes de volume. Ils me disent qu'il y a un problème de volume. Est-ce que je me fais mieux comprendre? Oui. Est-ce que c'est mieux? Moi, est-ce qu'il y a un problème de volume? Est-ce que je me fais bien comprendre, tout le monde? OK. Donc, j'ai présenté comme ça la première technique d'achat de l'immeuble sans argent. La deuxième technique que je vais partager avec vous ce soir, c'est la technique qu'on appelle la balance de vente ou bien le financement ou le financement par le vendeur. Le financement par le vendeur. Et ça, j'adore. J'adore vraiment cette technique-là. Oui, je l'adore. Je tripe dessus, comme on dit au Québec. Et ça veut dire quoi le financement par le vendeur? Pourquoi le vendeur même vous emprunterait de l'argent pour acheter sa maison, son immeuble? Essayez de me donner quelques raisons pour lesquelles le vendeur, il est en train de vendre l'immeuble et puis vous emprunte de l'argent pour acheter son immeuble. Dites-moi, donnez-moi un peu quelques raisons, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me dire pourquoi un vendeur me prêterait de l'argent pour acheter son propre immeuble? Allô, allô, allô. Jetez-vous à l'eau, s'il vous plaît. Jetez-vous à l'eau. Personne ne sera noyé. De cela, je vais tenir votre main. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi un vendeur va m'emprunter de l'argent pour faire la mise de fonds pour acheter sa maison, son immeuble? La retraite. Est-ce que quelqu'un peut me dire, jetez-vous à l'eau, n'ayez pas peur, lancez-vous à l'eau. Il veut vite s'en débarrasser. Il gagnera en intérêt. Parfait, mon cher Yapi. Payer moins de taxes. Fantastique. Waouh. Pour maximiser retour impôt, c'est fantastique. On dirait que vous êtes des comptables, des fiscalistes. Fantastique. Donc, c'est pas étrange qu'un vendeur accepte de vous emprunter de l'argent pour que vous mettez sur votre mise de fonds. Le vendeur motivé, effectivement, Bertrand Defoe. Un vendeur qui est motivé. Donc, la technique de balance de vente ou bien de financement par le vendeur, qu'on dit encore de vendor take back mortgage en anglais, ça consiste à quoi? Ça veut dire que le vendeur va vous emprunter une partie ou bien la totalité même de la mise de fonds, la totalité. J'ai fait une transaction au Nouveau-Brunswick où je n'ai sorti que $4 000, $4 000 de ma poche pour acheter l'immeuble. Juste $4 000. Et le vendeur a libéré le complément de mise de fonds que je remboursais sur un an. Et je dirais que c'est la meilleure transaction immobilière que j'ai fait jusqu'à date. Pourquoi? Parce que jusqu'au bout de 6 mois, j'ai refinancé, j'ai sorti l'équité de $53 000. Waouh! $53 000 en 6 mois. Ça, c'est presque plus que mon salaire. Hein? Juste pour $4 000 investis. Et l'immeuble continue toujours à gêner. J'appelle l'immeuble un peu comme la mère poule. Elle pond les œufs et puis on vient ramasser, on laisse la mère poule, elle pond les œufs. Elle pond les œufs, on ramasse les œufs et on la laisse continuer à pondre. Donc, le vendeur va, c'est avec joie, hein, surtout quand il est motivé, comme quelqu'un a dit tantôt. Quand le vendeur est motivé, quand le vendeur veut se débarrasser de son immeuble, ou bien quand c'est certains types d'immeubles qui va faire que le vendeur ne va pas, va être ouvert à contribuer, à vous emprunter une partie d'argent pour la mise de fonds. On va prendre par exemple les maisons de chambre. Vous avez souvent, quand vous arrivez, vous dites je vais me trouver une chambre d'étudiant. On prend une vieille maison bungalow, on met les chambres dedans et puis on loue à chaque étudiant. Ça là,
les vendeurs sont très ouverts à des balances de vente. Pourquoi? Parce que la banque n'aime pas financer de telles propriétés. C'est considéré comme des propriétés trop à risque pour la banque. Et pour ça, si la banque accepte de financer, soit, et que, sachant que c'est des maisons de chambre, il va demander un gros apport, aux alentours de 35 à 40% de mise de fonds de l'acheteur. Donc, dans de telles transactions, c'est clair que le vendeur sera très, très ouvert à vous emprunter une portion, c'est pas emprunter peut-être de l'argent, à laisser, à venir en balance de vente pour l'achat. Si on prend aussi un immeuble où le vendeur a déjà presque tout payé, ou bien il a même payé complètement son immeuble, et que il vous vend l'immeuble. Alors là, l'immeuble, le vendeur sera aussi très ouvert à vous laisser une balance de vente. Il peut financer dans ces cas même la totalité. Et comme quelqu'un a dit tantôt, le fait que le vendeur vient en balance de vente ou bien il finance la mise de fonds va faire que il va différer son impôt. Et ça, les investisseurs adorent ça. Le concept de différer l'impôt. Différer l'impôt. Vous savez que en immobilier, bien, quand on parle de gain en capital, quand tu vends ton immeuble qui était 100% investissement, je ne parle pas de votre résidence familiale, permettez-moi là. Vous avez 50, vous payez l'impôt sur 50% de gain en capital. Ça veut dire que si vous achetez votre immeuble à 100 000 dollars et que vous vendez à 150 000 dollars, vous allez récupérer 25 000 dollars. Vous avez 50 000 de bénéfices. Vous prenez les 50 000, vous divisez par 2, vous mettez 25 000 dans votre poche et puis vous payez l'impôt sur 25 000. Donc, on parle de paiement de l'impôt sur 50% de gain en capital. Bon, pour un vendeur qui veut retarder le plus possible, bien payer le moins d'impôts le plus possible, il va donc préférer peut-être même vous donner tout le 25 000 dollars, bien tout le 25 000 dollars en balance de vente. Et puis, il va dire au fisc que ben là, moi, j'ai vendu effectivement à 150 000, mais j'ai 50 000 dollars, 25 000 en balance. Et de cette façon-là, il va être taxé moins. Et au fil des années, il va avoir à payer l'impôt sur l'intérêt qu'il perçoit sur la balance de vente. Et peut-être des techniques d'optimisation fiscale. L'année, il va recevoir son 25 000 dollars. Il va fort probablement, par optimisation fiscale, discuter avec son fiscaliste pour voir comment optimiser. Je ne vais pas rentrer trop dans ce terme d'optimisation. Je laisse ça au fiscaliste. Mais si jamais vous êtes intéressé à rentrer plus en profondeur, vous pouvez contacter un fiscaliste là-dessus. Donc, comme je disais tantôt, le vendeur va donc utiliser cette stratégie-là pour venir en contribution à la balance au financement de la mise de fonds. Je ne sais pas. Bon, l'inconvénient de cette approche, c'est que vous allez devoir payer l'intérêt sur la balance de vente. Généralement, on va parler de 5%. Ça, c'est ce qui est le plus connu là. 5% d'intérêt. Mais ça se négocie. Vous pouvez négocier 4%, 3%, dépendant du montant. Et puis, un terme, généralement, c'est 5 ans de terme. Mais vous sortez de là avec un immeuble, vous avez mis le moins d'argent. Supposons donc que vous avez 100 000 dollars dans votre compte. Vous avez un vendeur qui va dire je viens en balance de vente de 25 000 ou bien de 50 000 dollars. Vous voyez qu'avec 100 000 dollars, vous pouvez aller
dans un monde le plus plausible, comme je dis là, vous allez aller chercher 2 immeubles avec juste 100 000 dollars. 2 immeubles avec 50 000, une balance de vente de 50 000. Vous allez chercher un autre immeuble, 50 000, avec balance de vente de 50 000. Bon. Pour revenir à notre cas précédent, en introduction, vous voyez qu'avec 100 000 dollars, vous êtes allé chercher 2 immeubles. Au lieu de porter votre 100 000 pour mettre en balance, en down payment sur un seul immeuble. Nous avons fait le calcul et vous étiez les champions là-dessus pour nous dire c'était avantageux de mettre le moins d'argent possible. Et c'était un peu ça l'inconvénient pour acheter avec la balance de vente, c'est que le taux d'intérêt il y a l'intérêt que vous devez payer à votre vendeur. Et si vous ne faites pas votre devoir, votre assiduité, respectez pas votre discipline, vous n'êtes pas discipliné au niveau des finances, l'inconvénient, c'est que cet immeuble peut être récupéré si jamais vous n'avez pas remboursé le vendeur au terme, généralement de 5 ans. Souvent, on voit 3 ans, 2 ans. Mais tout se négocie. Tout se négocie. Dans le contexte actuel, la vie économique est un peu au ralenti. Ça veut dire que vous devez essayer d'exploiter cette faille-là pour aller chercher des opportunités avec l'approche de financement, avec balance de vente, si vous avez déjà râpé ou si vous n'avez pas une capacité de râpe considérable. Et donc, c'est un peu ça. Et un des inconvénients aussi de cette technique de balance de vente, c'est que le vendeur, ce type de financement ne passe pas à la SCHL. Ça, c'est on va utiliser beaucoup plus de financement conventionnel. C'est quoi un financement conventionnel versus un financement assuré? Le financement assuré, c'est le financement qui est assuré par la SCHL, Genworth et ses confrères. Là, vous mettez déjà 15% de mise de fonds. Par contre, dans le financement conventionnel, pour un 4 logements, vous allez mettre 20% de mise de fonds ou vous allez mettre même 25% si c'est 6 logements et plus. Et vous pouvez aller jusqu'à 35% de mise de fonds quand c'est du commercial. Commercial, ça veut dire qu'il y a des commerces dans l'immeuble. Donc, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Mais toutefois, il y a d'autres techniques, il y en a plusieurs. Je suis en train d'écrire même là-dessus. J'ai listé aux alentours de 9 techniques d'achat d'immeubles sans argent ou bien avec très peu d'argent. Vous pouvez aller sur le groupe, la plateforme Coaching JD pour avoir un peu plus de détails si vous avez besoin d'avoir un peu plus de détails. Bon, je pense qu'on va aller aux questions. Pardon, j'ai besoin de toi. Je veux faire un achat au début d'année prochaine. Oui, Vicky Flore, je suppose, elle s'appelle Vicky Flore. Ça me ferait toujours plaisir, Vicky, d'apporter ma contribution. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la plateforme Coaching JD pour transmettre le plus possible à la prochaine génération d'investir en immobilier. Je dirais c'est le meilleur investissement. Et j'espère que quand tu dis acheter l'année prochaine, c'est pour acheter du multilogement ou bien faire du flipping. Ceci, c'est pour la maison unifamiliale, vraiment là. Je n'encourage pas trop. Peux-tu, s'il te plaît, refaire le calcul du refinancement pour sortir l'équité? Oui, Sidoine, le refinancement pour sortir l'équité, c'est aussi simple. Si tu as suivi la présentation tantôt, je suppose, quand tu parles de ça, tu as la possibilité de refinancer ton immeuble jusqu'à 80% pour 80%. L'équité, par définition, l'équité, c'est le solde le différentiel entre
80% de la valeur de ton immeuble moins ton solde hypothécaire. Aussi simple, considérons que vous avez acheté un immeuble à 100 000 dollars. Au bout de 4 ans, l'immeuble vaut 140 000 dollars. Je donne des chiffres comme ça. L'immeuble vaut 140 000 dollars. Vous refinancez cet immeuble. Ça veut dire quoi, refinancer? Ça veut dire vous repartez voir la banque, vous dites, mon cher banquier, je vous aime beaucoup, j'ai besoin de votre argent. Mon immeuble vaut 140 000 dollars, je voudrais refinancer. Là, alors, la banque va encore vous prêter de l'argent et vous allez redonner votre immeuble toujours en garantie. Donc, supposons que votre solde hypothécaire était de 80 000 dollars parce que, et c'est ça la beauté de l'immobilier. Qui paye? C'est le locataire qui paye. Vous n'avez rien à débourser. Quand vous avez fait un bon achat, c'est le locataire qui paye. Et quand le locataire paye, il y a une portion qui est le capital et une portion qui est l'intérêt que la banque récupère. Donc, au bout de 5 ans, vous avez donc payé le capital de presque 20 000 dollars dans ce cas-là. Donc, on va faire 140 000 dollars multiplié par 80%. Je vois ma calculatrice là. 140 000 dollars multiplié par 80%. 140 000 multiplié par 0,8. Pourquoi par 0,8? Parce que au niveau conventionnel, pour un immeuble de 4 logements et moins, je parle même certaines banques à 6 logements, comme la RBC, ils vont considérer ça comme du résidentiel. Et qui dit résidentiel, dit financement à 20% de mise de fonds. Donc, c'est pour cette raison qu'on va faire 80% de 140 000 dollars pour voir le nouveau emprunt hypothécaire que la banque est à mesure de te donner. Donc, dans ce cas-ci, ça fait 112 000 dollars. Maintenant, vous aviez un solde hypothécaire de 80 000 dollars. Ça veut dire que vous faites 112 000 dollars moins 80 000 dollars. Ça fait que vous avez la capacité d'aller récupérer les 32 000 dollars, de récupérer 32 000 dollars d'équité. Vous avez 32 000 dollars d'équité. Et à l'époque, ces 32 000 dollars, vous pouviez acheter votre voiture avec, ou bien aller en voyage, ou encore utiliser pour acheter d'autres immeubles. Et ça, là, c'est libre d'impôt. L'impôt ne passe pas dessus. Parce que c'est un emprunt que vous faites. J'espère que ça répond à la question de Sidoine. Une autre question, s'il te plaît, c'est quoi encore le nom de la plateforme que tu as créée? Je vais écrire là, comme ça. Ça, c'est le site internet, là, le site Coaching GD. Ok, merci Serge. Est-ce que Sidoine j'espère qu'elle est satisfaite, qu'elle a compris le concept de l'équité, du refinancement. Comme je disais, à l'époque, on pouvait faire ça pour aller se promener aux îles Caïmans, mais aujourd'hui, on n'a pas de choix que de l'utiliser pour faire des rénovations ou bien pour faire la toiture, d'autres acquisitions. Et vous voyez, dans du single family, quand c'est du single family, si vous faites cet emprunt-là, vous sortez l'équité sur votre immeuble, sur votre maison, vous allez payer de l'impôt, vous allez devoir payer de l'hypothèque toujours de votre poche. Ça fait que vous venez augmenter votre fardeau hypothèque en sortant l'argent de votre poche. Bon, je vais remonter s'il vous plaît, ceux qui avaient des questions, qui peuvent reposter, s'il vous plaît. Ou bien, s'il vous plaît, repostez vos questions là. Quel est le minimum que je dois déposer dans mon REER afin qu'il soit rappable? Il n'y a vraiment pas de minimum là-dessus, c'est votre capacité. Je sais que vous pouvez rapper jusqu'à 35 000 dollars.
Et je m'adresse comme ça à Patrick. Et si vous êtes en couple, vous avez la capacité de rapper jusqu'à 70 000 dollars. Mais ça prend qu'au préalable, vous avez une capacité de RIER. Chaque mois, quand vous travaillez, chaque mois, on prélève de l'argent. Chaque année, vous avez jusqu'à 18% de votre revenu que vous pouvez mettre en RIER pour payer moins d'impôts. Et si je reviens encore dans ce concept de prêt RIER, le fait d'emprunter, supposons 30 000 dollars et mettre dans votre RIER, vous allez voir votre banque et votre comptable, il y a une contribution au RIER, alors le fisc va dire il y a un retour, il y a plus de retour d'impôt. Il y a plus de retour d'impôt pour vous. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a je pense que c'est $1 de contribuer à un RIER, vous avez 33% de déduction fiscale. Je n'ai pas les chiffres exacts là, mais le fait de contribuer au RIER fait que vous avez des réductions d'impôts. Refinancement pour sortir de l'équité. Je pense que j'ai parlé de ça. Vicky Flore, je pense que si tu as des besoins très spécifiques, n'hésite pas à aller sur la plateforme pour poser ton problème. Il y a un accompagnement et même un coaching qui pourra se faire. Là, on parle d'un particulier ou d'une banque. Virginie, est-ce que tu peux me mettre en contexte, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre en contexte, Virginie, ta cousine? Je sais pas si c'est bien. Est-ce que tu peux mettre en contexte? Bon, pour faciliter la vente et augmenter sa marge, oui, là c'est quand on parle des avantages. Maximiser le retour d'impôt, oui. Essayer de déconnecter, ok, bon, ça c'était. Est-ce qu'il y a des questions, pas de minimum, juste un maximum imposé par le fisc, oui. Volume, t'inquiète pas, réponse aux questions, t'inquiète pas, oui. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions que j'ai pas. Ok, je suis monoparental, je suis prête pour acheter, mais je commence par où? Attends un peu, je commence par où? Être seul est un inconvénient. Ben non, Mercedes, vraiment, je me rappelle cette semaine-ci, j'envoie un message à une de mes amies très très proches qui elle n'est pas monoparentale, oui, elle n'est pas monoparentale. Puis je lui disais vraiment, mes chers amis, pensons déjà à notre retraite. Nous avons ici très âgés et nous courons vers la fonction publique pour travailler comme des fonctionnaires. Et nos enfants vieillissent là. Comment est-ce qu'on sera à la retraite? Donc je lui disais, il faut absolument acheter ne serait-ce un immeuble. Puis mon ami m'a dit, ben, tu sais, dans la culture africaine, il faut que c'est monsieur qui fasse, qui gère ce genre de dossier et qu'elle est en train d'encourager son mari dans ce sens. Pour vrai, là, la culture africaine, bon, on ne va pas rentrer trop dans le débat de culture africaine. L'homme, la femme, vraiment, je vais sur la base de l'égalité. Tu vas trouver des couples où l'homme est plus dormant et la femme, elle est plus dynamique. Ne retardez pas ce dynamisme-là parce que votre mari dort. Foncez, foncez, foncez. Je suis sûr que quand il va voir que vous avez foncé, il va bouger. Il y a d'autres couples où c'est l'homme qui va être très dynamique et la femme va être une dormeuse. Foncez, foncez, elle va suivre. Donc, pour revenir à ton cas à Mercedes, il n'y a vraiment pas un inconvénient. Tout ce que je peux dire, c'est que étant seul, il y a la capacité d'emprunt est réduite. Et même si tu veux acheter un 4 logements et moins, là, on regarde ta capacité d'emprunt. Mais si tu veux acheter 6 logements et plus, on ne regarde même plus ta capacité d'emprunt, on regarde plutôt la valeur de l'immeuble. On regarde si l'immeuble se finance tout seul.
Donc, le genre ou bien le statut matrimonial n'a aucun effet sur la capacité d'emprunt et d'investissement. J'ai même un projet sur lequel j'ai deux partenaires dedans. Je profite même pour vous parler rapidement. J'ai deux partenaires dedans et une des partenaires est monoparentale. Monoparentale, avec un bébé, un enfant de 3 ans. Et je la vois suffisamment dynamique là, plus qu'un homme. Donc, je vais dire que si tu gardes ton statut de monoparental, je dirais que ça, c'est une excuse pour ne pas investir. Fonce, ma chère, tu peux faire des merveilles étant monoparental que même un homme marié ou bien qu'une femme mariée. Faut pas que le statut matrimonial vienne être, je dirais, une excuse pour ne pas foncer. Bon, je pense que ça répond à la question. Il n'y a aucun inconvénient. Comme je dis, si c'est du single family, la capacité d'emprunt va être moindre. Que tu sois seul ou bien que ça soit une femme ou bien un homme, tant et aussi longtemps qu'il est seul, sa capacité d'emprunt est peu élevée. S'il reste dans du résidentiel, mais s'il va déjà au-delà du résidentiel, au-delà de 6 logements et plus, on ne regarde plus ta capacité d'emprunt. On va regarder est-ce que c'est un gars qui paye quand même ses dettes. Est-ce que c'est un peu un frappeur? Si c'est un peu un frappeur et tant aussi longtemps que l'immeuble est rentable, alors la banque va vous emprunter, va vous financer de l'immeuble. Est-ce que je peux rapper et ajouter du cash pour la mise de fonds? Oui, Eric, tu peux rapper et et ajouter ta mise de fonds pour ton achat. Si par exemple, supposons que tu n'as pas une capacité de réel de 35 000 dollars que tu pouvais rapper, mais supposons que tu as juste 8 000 dollars, que ta capacité de réel est de 8 000 dollars, bon, tu vas rapper tes 8 000 dollars et puis ajouter de l'argent dessus pour ta mise de fonds. Mais je vous dirais, ça c'est quand je commençais en immobilier. J'en ai mis un, j'ai mon premier bloc, je l'ai acheté il y a 4 ans, 5 ans déjà, c'est la 6e année. Ça c'était mon premier bloc. J'avais mis là-dedans 36 500. 36 500. 5 ans plus tard, j'ai refinancé, j'ai sorti 53 000 dollars. Donc, ça veut dire que tout mon argent, je l'ai ressorti. Il faut sortir l'argent de l'immeuble le plus tôt possible. Considérer l'immeuble comme une mère poule qui pond les œufs et on ramasse les œufs. Vous allez voir, les immeubles sont tenus là debout, il n'y a pas l'argent de l'investir là-dedans. Ça se finance, tant aussi longtemps ça se finance. Si vous mettez votre argent, ayez un plan pour ressortir votre argent. Ne prenez pas l'argent des bénis des enfants pour aller mettre dans les immeubles. Mais même si vous le mettez, il faut que ça soit dans un court terme. Privilégier les financements créatifs. J'en ai jusqu'à 9, là, on pourra en parler à Océan d'information ou bien dans mon processus de coaching. Quel est le taux d'emprunt réel? Le taux d'emprunt va dépendre de ta capacité, de ta situation de crédit. Parce que si tu es un mauvais payeur, c'est sûr que ton taux d'emprunt sera un peu plus élevé. Mais si tu es un bon payeur, si tu as des marges de crédit, des cartes de crédit que tu utilises à tort et à travers, c'est sûr que ton taux d'emprunt sera un peu plus élevé. Par contre, si tu n'as pas de crédit, la banque se fera plaisir de prêter à bateau. Souvent, je pense qu'il y a même des méthodes de financement avec retour d'argent, c'est-à-dire que la banque te prête de l'argent et te donne même de l'argent après le financement. Après le financement, généralement, ça se fait aussi. Bon, je pense que ça répond à cette question-là. Qu'est-ce qu'un jeune couple qui vient d'arriver peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'un jeune couple? Il n'y a pas la notion de jeune couple. Je veux juste savoir peut-être
si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas de capacité d'emprunt, il y aura d'autres stratégies. Il y a d'autres stratégies de vous faire financer. Je vais profiter pour parler rapidement là. Si et ça dépend encore. Si c'est une single family que vous allez acheter, c'est sûr que bon, je parle un peu des single, souvent un duplex ou bien un quadruplex, donc résidentiel 4 témoins. Si c'est un résidentiel 4 témoins que vous voulez acheter, vous pouvez toujours le faire. On utilise des techniques comme les techniques de prête-nom. Ça, c'est encore plus avancé. Ça veut dire vous trouvez quelqu'un qui a un bon score de crédit, puis vous achetez avec son nom et vous faites des documents qui disent que c'est moi le propriétaire de l'immeuble. Vous envoyez ça au fisc. Devant le fisc, c'est vous le propriétaire. Devant la banque, c'est lui le propriétaire. Bon, ça, c'est des stratégies un peu plus avancées. Et j'en ai fait, j'en ai utilisé. J'en ai utilisé. Bon, je pense que ça répond à la question de Steve. Oui, en fait, c'était en rapport avec le prêt hypothécaire ou par le propriétaire. Sincèrement, Virginie, est-ce que tu peux reposer ta question tout de suite pour que je puisse rester avec toi et répondre directement là? Est-ce que tu peux, Virginie, s'il te plaît, reposer ta question tout de suite? Comme ça, je réponds avant d'avancer dans les questions. Est-ce que Virginie peut reposer sa question? Est-ce que Virginie peut reposer sa question, s'il te plaît? Bon, doit-on forcément se former avant de se lancer dans l'achat d'un immeuble? Ça, c'est une bonne question. Mais ce n'est pas parce que j'offre la formation, je vous dirai de vous former. Mais je n'ai pas de choix que de vous dire de vous former, que ce soit avec moi, que ce soit avec n'importe qui. Ça, c'est une des erreurs que moi j'ai fait en immobilier. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, je n'ai que 36 portes, 3 millions un pack de 3 millions. Mais ceux qui ont commencé par la formation, ils sont aux alentours de 400, 500 portes, 3000 portes même. Ils sont vraiment agressifs. Les techniques, comme je vous parle de prête-nom, les techniques de balance de vente, là, je vous parle là comme ça. J'ai lu beaucoup, mais tant et si longtemps tu ne pratiques pas, et quand il s'agit de pratiquer, il faut que tu restes aussi dans un cadre légal. Il faut que tu restes dans un cadre légal. Et donc, je recommande fortement de vous former. Je me suis formé, j'ai suivi une formation l'année dernière, 7 ans plus tard. Mais j'ai investi pas moins de $100, $200 par an, juste en achat de livres. Je lis, je peux pas dormir un jour sans lire sur l'immobilier. Je peux pas. Et comme je dis, investis en toi et améliore ta condition de vie. Si aujourd'hui tu es un ingénieur en statistique ou en quoi que ce soit, c'est parce que tu es allé à l'école, que tu occupes aujourd'hui un poste de, je ne sais pas, directeur de quoi que ce soit dans ta compagnie. Ça prend une formation. Plus tu te formes, plus tu avances vite. Moins tu te formes, moins tu rétrogrades même. Ça prendra plus de temps. L'auto-formation, c'est bien, mais c'est lent. Et tu vas faire des erreurs que quelqu'un qui tenait ta main t'aurait fait avancer plus vite. Je profite là pour parler un peu de Stéphanie qui offre la formation. Je ne peux qu'encourager du monde à se former parce que elle, par exemple, elle a traversé des étapes, elle a vu des obstacles qu'elle a surmontés. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est déjà expert du domaine, il tient votre main.
Là où lui, il avait fait 2 ans, 3 ans pour comprendre certaines choses, vous comprenez, un peu de temps. Et Tony Robbins dit, faut copier. Si tu veux faire quelque chose, cherche quelqu'un qui l'a fait et qui a réussi et fais exactement ce qu'il a fait. Tu auras le même résultat. Si tu veux partir de Québec pour le Nouveau-Brunswick, la route est là, il faut prendre ça. Si tu ne prends pas ça, tu vas passer par un long contour, ça ne sera pas peut-être le même résultat ou bien ça prendra plus de temps. Est-ce qu'on est arrivé ici pour perdre trop de temps? On arrive ici à 30 ans, 25 ans pour ceux qui sont très jeunes. Et si tu as 2 ans à traîner parce que tu veux économiser pour $1, $2, ça, tu vas payer plus. Et l'unité de perte en immobilier, c'est le millier. C'est pas $100. Pour faire une inspection, là, en immobilier, c'est 800 000 $. J'en ai à faire là pour un cas de genre, c'est 1000 $. L'évaluation, c'est $500. Donc, tu vois que tu as mis $500 et tu n'es même pas sûr de boucler la transaction. Déjà, une des transactions que j'ai fait, je n'ai même pas bouclé, mais j'ai laissé partir $1 500. Donc, je dis, pour chaque chose que vous voulez faire, vraiment, formez-vous. Comme vous avez été à l'école pour être ingénieur, allez à l'école pour être investisseur en immobilier, en vente sur Amazon, quoi que ce soit. Plus vous vous formez, plus vous allez rapidement. Bon, emprunteur, dans ce cas, est le banquier. Oui, le terme emprunteur-prêteur, sincèrement, Virginie, tu vois le banquier va inscrire une hypothèque sur l'immeuble. Je suppose que c'était dans le cadre de l'équité ou bien de la balance de vente. Je vous explique un peu plus en détail la balance de vente. Pardon, je prends le cas présent que je suis là-dessus. J'ai acheté l'immeuble. L'immeuble était listé à 354 000. Je me suis entendu avec le vendeur à 337 000 $. Parfait. 20% de 337 000 $, on va calculer rapidement. Soyez patient, s'il vous plaît. 20% de 0,2 fois 337 000 $, ça fait 67 400. Parfait. J'ai dit au vendeur, mon cher vendeur, je n'ai pas 67 400 à mettre dans votre bloc. Moi, je ne peux pas. Combien est-ce que vous allez mettre en balance? Combien est-ce que vous allez venir en balance avec? Je lui dis, il me dit, moi je lui dis, je t'offre, je vais déposer 30 000, je pense que dans ce cas, j'ai déposé 30 000 $ de mise de fonds. Ouais, c'est même moins de 10%. C'est beau, hein? Et le vendeur, lui, il va rester en balance de 37 400. 37 400. Il ne me donne pas ça. Moi, j'appelle maintenant mon banquier. Je lui dis, mon cher banquier, j'ai une transaction immobilière de 337 000 $. La mise de fonds, c'est 20%. Toi, tu vas me financer 80%. Et le vendeur va me financer 37 000 $ 400. Donc, quand on va arriver chez le notaire va écrire une première hypothèque qu'on appelle hypothèque de premier rang, qui est du banquier, de 337 000 fois 0,8 pour voir combien ça fait. Donc, de 269 000 $. 269 000 600. Ça, c'est l'hypothèque de premier rang qui est du banquier. Et il y aura une hypothèque de second rang qui est du vendeur de 37 000 $. 37 400. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèque de second rang du vendeur. Parfait. Comme moi, arrivé chez le notaire, je vais virer 30 000 $ chez le vendeur, chez le notaire. Le notaire la banque va virer 269 000 $ 600. Et le notaire va dire, bon, répartition taxe
Est-ce que le monsieur a payé toutes ses taxes? Oui, non. On va faire des calculs rapides comme ça. Et puis, est-ce qu'il y avait un solde hypothécaire sur cet immeuble? S'il y avait un solde hypothécaire sur l'immeuble, le notaire va prélever ce solde hypothécaire, payer le banquier qui était. Va payer, supposons que c'est la banque A qui, qui a l'hypothèque sur l'immeuble de 260, de 200 000. On va prendre les chiffres comme ça. Et moi, je ne finance pas dans la banque A, mais je finance plutôt dans la banque B. Alors, la banque B va racheter l'hypothèque de la banque A à hauteur de 200 000 dollars. Et va virer, le notaire va donc virer 200 000 dollars à la banque A, va virer 69 000 dollars 600 à notre vendeur, plus le 30 000 que j'avais viré au notaire. Donc, notre vendeur va sortir de chez le notaire avec 69 600 plus 30, ça fait 99, si je ne me trompe pas. 99 000, oui. 99 400. Ça, c'est ce que le vendeur va avoir dans son compte bancaire, va avoir comme chèque au sortir de chez le notaire. Et le notaire a dit qu'il va rester 37 000 dollars d'hypothèque du vendeur sur l'immeuble que j'achète. Par conséquent, demain, si je vends l'immeuble et que je n'avais pas remboursé son hypothèque, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prélever l'hypothèque de premier rang, 269 000 dollars, pour remettre à la banque A, qui avait mis l'emprunt, et on va verser 37 000 dollars au vendeur, à celui qui m'avait vendu la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèque de second rang. J'espère que ça répond à ta question, Virginie. J'espère vraiment. Ok. Si je me trouve au Nouveau-Brunswick et je veux acheter un immeuble, maximum 4 logements au Québec, y a-t-il un inconvénient? Blanche, est-ce qu'il y a un inconvénient? Moi, je suis au Québec et à Québec même, et j'ai acheté au Nouveau-Brunswick. J'en ai 2 au Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucun inconvénient. Pas du tout. Pas du tout. Faites juste vos devoirs. Faites vos devoirs. Il faut connaître votre zone géographique. Il ne faut pas rester au Nouveau-Brunswick et acheter dans un coin, je ne sais pas où là, il n'y a même pas de locataire. Donc, il y a un devoir à faire. Un devoir à faire. Même aux États-Unis, il y a la possibilité d'acheter et vous achetez. Moi, je vais à Montréal ce week-end-là pour une potentielle acquisition, une visite de 5 logements commerciaux à Montréal. Pourtant, je vis à Québec. Parfait. Pour quelqu'un qui vient d'arriver et des moyens pour la mise de fonds, mais n'a pas d'historique de crédit, est-ce évident d'acquérir un logement? Tout est possible. Tout est possible, mais comment on y parvient, c'est ça la démarche à mettre en place. Tout est possible. Quand vous êtes arrivé ici, fils de Diop, quand vous êtes arrivé ici, j'espère que celui qui vous a accueilli, vous allez de prendre ne serait-ce une carte de crédit, même si c'est de 500 dollars, pour bâtir votre historique de crédit. Quand vous arrivez, on dit, la première chose qu'on va vous poser, le banquier va dire, je ne vous connais pas. Même si vous avez acheté un auto ici, vous avez 20 000 dollars dans votre compte, l'auto coûte 21 000 dollars. Tant et aussi longtemps qu'on ne connaît pas votre historique de crédit, on sera frileux. Donc, c'est pour ces raisons, il faut bâtir votre historique de crédit. Et l'historique de crédit, là, faut pas blaguer avec, c'est un peu ça, c'est un peu comme votre NAS. Organisez-vous à avoir un très bon historique de crédit. Pour un investisseur, c'est comme l'or. Ça va vous débloquer beaucoup, beaucoup de portes. Donc, il y aura toujours moyen de trouver du financement. Il y aura toujours un moyen. Toujours. Tout est possible. Mais comment y parvient, c'est là où il faut travailler.
Bon, si jamais tu as des préoccupations supplémentaires, tu peux écrire sur la plateforme, sur le site web. Je pourrais rentrer plus en détail. Oui, Virginie, dans certains cas, on peut faire des prêts. Oui, 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 Virginie, je comprends bien maintenant les détails, le fond de ta question. Oui, dans certains cas, on peut faire des prêts. C'est aussi une des techniques de financement. Tu peux aller emprunter un ami pour faire ta mise de fonds. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Tu peux m'emprunter un prêteur privé pour faire ta mise de fonds. C'est toujours des stratégies de financement créatifs. Mais dans la tête, on met le moins d'argent possible. On ne prend pas l'argent des beignets des enfants pour aller acheter les immeubles. J'avais commencé comme ça, mais depuis, je pense, 2 ans, mon défi, c'est d'acheter sans argent ou bien le moins d'argent possible. Oui, je pense bien que ça apporte plus de détails pour toi, Virginie. Bon, Steve, je réponds, qu'est-ce qu'un couple peut faire concrètement pour se préparer à investir en immobilier? Afficher la suite. Qu'est-ce qu'un couple? Prendre une dette, cotiser. Oui, Steve, tu abordes un point où je n'ai pas abordé ce concept de cotiser. Je ne sais pas si c'est cotiser avec des amis ou c'est cotiser dans les tontines, comme tu disais. L'épargne, prendre une dette. L'épargne, cotiser. Bon, je vais vous parler un peu d'un des cas où j'ai eu affaire. En 2012, j'avais des amis avec qui on a parti une compagnie et on cotisait $500 chaque mois. $500. Nous étions au début presque 30 et à la fin, on s'est retrouvé 7. Au bout de 5 ans, on s'est retrouvé à la 5e année, on s'est retrouvé au tribunal pour ces affaires de cotisation. J'espère que ça rentre dans le cadre de cotiser avec des amis pour acheter. Donc, pour moi, c'est une mauvaise expérience ayant passé 5 ans à cotiser sans jamais acheter. Vous voyez, d'où le manque de formation où ça nous a entraîné. Au bout de 5 ans, la compagnie n'a même pas acquis une immeuble. Je me suis formé il y a 2 ans, il y a en 2008, 2018. Je me suis formé il y a quelques années. Avant même la fin de ma formation, comme j'avais déjà beaucoup d'expertise en immobilier, j'ai fait une acquisition je suis en train de faire construire 8 logements là, sans mise de fonds, $0, zéro. Un projet de 1,6 million. Donc, la formation, comme quelqu'un disait tantôt, est-ce que ça vaut la peine de se former? Ça vaut la peine de se former. Prendre une dette. J'ai présenté 2 stratégies tantôt, là. Le RAP, le prêt réel RAP et la technique de balance de vente, de financement par le vendeur. Donc, je pense que moi, je privilégierais beaucoup plus l'option d'achat en mettant le moins d'argent possible. Imaginez, vous avez cotisé $500 ou $1,000 par mois. Ça vous prendra 12 mois pour avoir $12,000, mon cher. Si vous voulez acheter un immeuble de, je ne sais pas, de $400,000 et que c'est 10%, ça prend 40,000. Mon frère, tu vas cotiser $1,000, ça prend 40 mois pour avoir les 40,000, papa. Ça dépend. Chaque dossier est unique. Moi, je parle beaucoup du coaching personnalisé. Coaching personnalisé, à chaque personne, je prends son profil, je vois où est-ce qu'on s'en va et je lui recommande des stratégies. Et là, je me demandais si le vendeur est un particulier ou le vend. Bon, le vendeur est un particulier. Non, non, je viens même sur ce concept de particulier et courtier immobilier. Moi, particulièrement, je travaille très peu avec des courtiers immobiliers. Très peu. Je suis désolé s'il y a des courtiers en ligne, mais moi, particulièrement, je travaille très peu avec des courtiers.
Mais pour des novices, je vous recommanderais fortement de travailler avec des courtiers. Je travaille beaucoup avec le vendeur directement. Avec le vendeur, j'ai plus de flexibilité à négocier. J'ai moi-même ma propre offre d'achat. Je rencontre le vendeur, je signe, je lui donne. Et s'il est d'accord, on avance. Sinon, on se sépare. Je prends un exemple. Dernièrement, j'étais sur une transaction de 18, 22, 23 portes plus 18. Je pense que c'est entre 41, 40, 41 portes. C'était une succession. Le vendeur, ne s'y connaissant pas, a préféré porter le dossier pour aller donner à un notaire qui devait gérer la transaction. Personne n'a finalement pu acheter l'immeuble. Donc, je travaille pas les reprises des finances. Je travaille pas les reprises des finances. Moi, là, je fonce beaucoup plus vers les vendeurs. Est-ce des immeubles sont en ton nom? Comment tu constitues tes partenariats? Pisani, ça c'est une bonne question. Euh, Ça, c'est beaucoup plus fiscal. J'ai des immeubles à mon nom, j'ai des immeubles au nom de la compagnie, j'ai des immeubles avec des partenaires qu'on a mis en compagnie. Il y a un bout fiscal là-dessus. Si, moi, ma philosophie, c'est si l'immeuble est déjà très rentable, donc si l'immeuble génère déjà un surplus, après vous avez payé toutes les dépenses là, et qu'il n'y a pas moyen de créer un déficit dessus, pour abaisser votre salaire, je pense que ça vaut la peine de pousser ça en compagnie. Parce qu'en poussant en compagnie, vous allez baisser un peu, vous allez payer un peu moins d'impôts là-dessus. Ça reste maintenant impôt en compagnie. Mais si l'immeuble, comme la première année, généralement, après tout calcul fait, ça va être presque négatif parce que vous allez déduire les frais de notaire, vous allez déduire l'inspection, vous allez déduire l'évaluation, vous allez déduire la taxe de bienvenue. Et c'est ça la beauté. Un immeuble, c'est un peu comme quand vous êtes propriétaire d'un immeuble, à votre nom, vous êtes un peu considéré comme propriétaire occupé, vous êtes un peu considéré comme un travailleur autonome. Donc, toutes ces charges-là vont être déduites sur, supposons que l'immeuble génère, après tout calcul fait, un négatif de 5 000 dollars et que vous gagnez 55 000 dollars. Alors, votre imposition sera plutôt sur 50 000 dollars parce que 5 000 dollars, vous avez créé un déficit de 5 000 dollars de votre bloc. Bon, il y a plusieurs types de partenariats. Votre question a plusieurs volets. Il y a plusieurs types de partenariats. Il y a le partenariat passif, le partenariat actif. Il y a des partenaires passifs. C'est quoi un partenaire passif? Un partenaire passif, c'est celui-là qui va juste mettre son argent et puis je ne vais pas entendre parler du bloc. À la fin du mois, je veux recevoir du cash. Donc, lui, je veux pas. Il vous donne juste l'argent et puis vous achetez. Par contre, il y a des partenaires actifs. Le partenaire actif va dire, bon, je mets mon argent, puis je vais être là pour déneiger, je vais être là pour chercher le locataire, je vais être là pour des négociations, je vais être là pour tondre des gazons. Et je privilégie beaucoup le partenariat, le partenaire passif, mais ça dépend des dossiers. Ça dépend vraiment des dossiers. Les dossiers, c'est que je travaille de 8 logements. Là, on a un partenaire passif dedans, on a 2 partenaires actifs, plus moi, donc ça dépend, ça dépend. On gagne toujours du temps et de l'argent. Oui, de faux. On gagne toujours du temps et de l'argent en ce format. Je suis bien d'accord. C'est-il vrai qu'il faut avoir 2 ans au Québec pour pouvoir acheter une maison? Vraiment, l'âne Thierry, vraiment là, si tu as compris que déjà, je dirais que c'est faux, qu'il faut faire 2 ans au Québec pour acheter une maison. Mais si le terme maison ici, c'est single family, vraiment, je ne vous conseille pas, mes chers amis. Simplement, supposons que vous achetez une maison single family. Vous gagnez 100 000 dollars de salaire en couple. Vous allez acheter une maison single family
peut-être de 200 000 dollars. Vous voyez que ça vient déjà augmenter votre ratio d'endettement. Qui dit augmentation du ratio d'endettement dit diminution de la capacité d'emprunt. Et puis, ça, c'est un gros frein. Quand je suis arrivé ici en 2011, moi, ma stratégie, c'était j'achète le plus d'immeubles possible. Quand je vais vouloir acheter ma maison, je refinance tous ces immeubles-là et j'achète ma maison en cash. Ça, là, c'était mon plan. Et vous voyez que de cette façon, le cash là, l'immeuble là est payé, votre maison est payée par des locataires. Ne vous enfoncez pas sur cette voie de acheter la maison. Moi, je suis encore en appart, mes amis. Je me cache pas là, moi, je suis encore en appart. Je travaille présentement là pour l'acquisition de ma maison personnelle, mais encore en appart. Ce n'est pas la course. When you know where you are going, you always reach the destination. J'ai des amis qui ont dit, oh, il faut qu'il ait sa maison, la qualité de vie, il faut ceci. Mais aussitôt que vous avez pris une hypothèque, ça vous plombe la capacité d'emprunt. Je vous mettais en contact avec une personne concernée. Merci pour le complément de réponse. Ok. Je pense que c'est 2 ans en tant que salarié pour être éligible. Non. Tu n'as pas besoin de 2 ans. Quand tu es même salarié, c'est une question de crédit. Est-ce que tu as un bon crédit? Tant aussi longtemps qu'on te connaît déjà à la centrale des crédits et que tu as une capacité d'emprunt, c'est suffisant. Tu achètes. Tu n'as pas besoin de 2 ans, ceci, cela. Je pense peut-être ce terme de 2 ans, il faut être fonctionnaire. Quand tu es fonctionnaire, il faut que tu aies une confirmation de ces emplois, mais vraiment pas de 2 ans. Quand tu as 2 ans, tu dois avoir 2 ans à la fonction publique pour avoir un statut de permanent. Mais moins de 2 ans, ça peut jouer sur ta capacité d'emprunt. Parce que le banquier va se dire, mais il n'est pas sûr là. Mais ça n'empêche pas. Quand j'ai acheté mon immeuble en 2015, je pense que c'est 2014, ma femme était aux études, mes amis. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie en informatique ici. J'en ai même connu 2 chômages ou 3 chômages. Hein. Donc, et j'avais même une dette de 25 000 dollars que j'ai emprunté pour faire l'investissement dans les ordinateurs. Et donc, ça a plombé ma capacité d'emprunt, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter l'immeuble. Et si je reviens encore avec le concept de prêt réel, hein, ça veut dire que vous pouvez, supposons comme en 25 000, je n'avais pas acheté des ordinateurs pour envoyer au Cameroun et que j'avais utilisé ce 25 000, j'avais mis dans mon REER. Et que je rappelle mon 25 000 de mon REER pour acheter ma maison. Boss, was very nice. Ça devait être génial. Donc, sur 36 000, j'ai dû épargner 36 000 dollars, 36 500 de mes pots avec ma femme pour pouvoir rembourser, pour pouvoir mettre la mise de fonds. Donc, imaginez, vous avez une marge de crédit de 25 000 dollars. Vous empruntez cette marge de crédit de 25 000 dollars, mais il faut qu'on fasse bien les calculs. Vous empruntez cette marge de crédit de 25 000 dollars, vous mettez dans le REER, vous avez un retour d'impôt, vous récupérez le retour d'impôt. Vous mettez sur votre marge de crédit, puis vous remboursez votre marge de crédit progressivement. Vous venez rappeler votre 25 000 dollars, vous achetez la maison avec. Ou bien vous achetez déjà 10 000. C'est mon cas là, 25 000, 35 000 dollars, 36 000 moins 25 000, ça fait aux alentours de 11 000 dollars. Donc, si je connaissais cette stratégie à l'époque, j'aurais emprunté mon 25 000 dans ma marge de crédit, mais dans mon REER, puis chercher juste 11 000 dollars par économie, compléter ma mise de fonds et acheter. Vous voyez? Nice. Quand on connaît ces choses, c'est bon. On avance vite. Donc, celui qui disait est-ce qu'il peut emprunter, est-ce que il faut attendre 2 ans? Donc, il y avait une question là. Est-ce que c'est mieux d'emprunter pour acheter? Donc, vous voyez, ça c'est un scénario que je viens de vous présenter. Vous empruntez sur votre marge de crédit, vous déposez dans le REER, vous rappelez du REER pour acheter. Simple.
Et vous avez un retour d'impôt parce que vous avez contribué au réel. Et vous rappelez le réel, maintenant vous commencez à payer petit à petit dans le réel. Et vous avez 15 ans pour rembourser les 25 dans les réels. Des petites subtilités qui font sauver la vie, mes chers amis. Bon, est-ce qu'il faut absolument faire 2 ans? Non, on a déjà répondu à ça. Dans une même compagnie, pour être éligible, non. Quand vous commencez, je pense qu'il faut avoir une permanence dans une compagnie et il faut éviter aussi de trop bouger. Quand la banque voit que vous bougez de compagnie en compagnie, il se sent un peu insecure. Même le déménagement, quand la banque va vous déménager beaucoup, la banque se sent insecure. C'est pourquoi au Canada, j'en dit, mais vos 10 derniers, votre résident des 10 dernières années. Donc, limitez le déménagement, limitez de trop changer de compagnie. Vous pouvez changer. Il faut toujours faire vos devoirs. Aujourd'hui, je ne peux pas encore être comme pigiste parce que je me prépare à acheter ma maison unifamiliale. Il faut toujours faire ses devoirs. Il faut toujours faire les calculs avant de prendre action. Comment se présente une offre d'achat? Valérie, moi j'ai mon offre d'achat propre à moi là, qui a été signée et validée par un avocat, mais il y a des offres d'achat sur du proprio. Si vous allez avec un courtier, il y a l'offre d'achat, le modèle d'offre d'achat de Centrix, de Loisic. Et donc, je pense que c'est Steve Bondon. Non, c'est pas lui. Donc, il y a des offres d'achat du courtier. Que vous faites affaire avec un courtier. Et dans la formation, je vous présente toutes les différentes étapes. Toutes les étapes pour faire des offres d'achat. Recherche actuellement des partenaires, surtout passifs. Oui, Stéphanie, il y a toujours, hein, il y a toujours des opportunités. Déjà, les projets à Montréal, c'est certain que j'aurai besoin de partenaires. Tu pourras me contacter sur mon site web. Tu mets tes informations et on va rentrer en contact pour en discuter. Bon, en termes de partenariat, c'est des choses très, très faisables, très légales. Ça prend des avocats, des comptables qui me guident là-dessus. Donc, ce n'est pas des choses qui se font derrière une chaise, non. Il y a ce qu'on appelle des conventions entre actionnaires. Donc, souvent, je peux émettre aussi des actions non votantes de la compagnie. Donc, je n'ai pas encore circonscrit toutes ces affaires-là. Ça dépend aussi des dossiers. Donc, on pourra en discuter davantage, Stéphanie. Étudiant étranger peut investir dans l'immobilier. J'ai répondu à un des nôtres, je pense, j'ai répondu à un des nôtres dernièrement, une stratégie pour investir en immobilier, bien qu'il soit étudiant. Steve, je ne peux pas présenter cette stratégie-là ici en live. Il faudra me contacter en personne, on va en discuter. C'est des stratégies un peu élevées. Je ne peux pas parler des choses comme ça sur du live. Que veux-tu dire pousser? Ok, pousser en compagnie. Bon, pourquoi je dis pousser en compagnie, ça veut aussi dire rouler en compagnie. Ça veut dire que je transfère le titre de propriété de l'immeuble au nom de la compagnie. Par exemple, j'ai transféré le titre de propriété de 2 de mes immeubles vers une compagnie que j'ai créée où je suis dedans actionnaire avec ma femme. Donc ça, c'est le principe on appelle ça le roulement, rouler l'immeuble en compagnie. J'espère que ça répond bien à ta... Lan, je suis très content que tu aies bien compris la réponse à ma question. Je suis vraiment content de pouvoir changer ton idée d'acheter ta maison unifamiliale. Peut-être ça va faire chaud au cœur à ton ami là, mais bien, ça me ferait vraiment chaud au cœur que tu achètes d'abord ton plex avant d'acheter ta maison unifamiliale. Moi, aujourd'hui, pour acheter ma maison unifamiliale, je suis en train de refinancer mes immeubles pour acheter ma maison unifamiliale. Vous voyez que
Et même, des stratégies sont mises en place. Je vais devoir probablement récupérer l'argent de mes immeubles qui sont payés par les locataires pour payer une partie de mon hypothèque. Et je serai un peu moins relax et sans trop de stress d'hypothèque. Parce que mes chers amis, ça ne donne pas le lait, l'hypothèque. Que penses-tu du fait d'acquérir un immeuble locatif et d'y être soi-même locataire? Oui, Stéphanie, je ne sais pas si c'est au Canada ou bien aux États-Unis. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. La première année, tu peux être locataire et après, tu déménages. L'inconvénient, c'est que déjà acheter en tant que propriétaire occupant, c'est bien. Tu mets le moins de mise de fonds. Financement par SCHN. Parfait. Maintenant, tu peux habiter. La loi te dit que tu dois habiter au moins 1 an. Donc, tu habites 1 an et puis tu déménages. Parce que le fait de rester à le locataire, aussitôt qu'il y a un petit bobo là, il vient toquer à ta porte. Si tu tombes sur des mauvais locataires ou bien des locataires pas trop corrects là, il va venir à chaque fois toquer à ta porte. Donc, fait que je n'ai pas vécu l'expérience de vivre dans l'immeuble avec mes locataires. Mais c'est certain que s'il est juste à côté de toi, c'est celui qui va venir toquer. C'est sûr. Donc, moi, ma stratégie, les locataires, tous mes locataires savent que quand ils m'appellent, je prends pas le téléphone. Ils laissent un message. Sinon, vous êtes au boulot, on vous appelle, 22h, non, 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 non. Vous n'aurez plus de vie. Donc, je n'aime pas, j'ai jamais habité avec mes locataires et je n'y habiterai jamais. Que penses-tu d'acquérir immeuble? Oui, c'est ça, je pense que je viens de répondre à ça. Le RAP, c'est uniquement pour la première maison. Je suis à ma 3e. Est-ce possible de rapper aussi? Non, non, non. Je pense que ça, c'est Catel Lori. Si tu as ta 3e maison, il est peu probable de rapper, sauf si dans les 4 dernières années, si tu as déjà vendu et que ça fait au moins 4 ans, je pense bien, 4 ans ou 5 ans que tu n'es pas propriétaire d'immeuble, tu peux encore rapper. Donc, il y a une nuance à ce niveau-là, Catel, au niveau de la SCHN. Je n'ai plus la mise à jour de ces règles-là, mais je sais que quand tu as déjà rappé une fois et que pendant que tu rappes, tu vends ta maison, il faut que entre le deuxième rap et le premier, que ça fait au moins 4 ans que tu n'es pas propre, 4 ans ou 5 ans que tu n'es pas propriétaire d'immeuble, de maison. Donc, c'est un peu ça. Et je suis à ma 3e aussi. Quelle stratégie pour l'achat de la 3e ou 4e maison? Stratégie pour avoir la mise de fonds. Je ne sais pas si elle était toujours détendue. Je ne sais pas si c'est un homme bien fille, là. Je ne sais pas. Je vais utiliser le masculin. Si c'est une femme, je suis désolé d'utiliser. Bon, je ne sais pas. Bref, Catel, si vous êtes détendu, je ne sais pas son nom. Bon, si vous détenez déjà 3 maisons et que vous n'avez pas encore vendu, il y a toujours moyen, soit par refinancement, comme je disais tantôt, de refinancer les immeubles pour faire l'acquisition des nouveaux blocs, des autres immeubles. Mais est-ce des maisons locatives? Est-ce que vous avez acheté et vendu par le passé? Je ne sais pas. Mais toutefois, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez refinancer ton immeuble, c'est-à-dire refinancer, ça veut dire que j'en vais chercher l'équité dessus. Je vous ai expliqué ça tantôt là. C'est-à-dire que réemprunter sur mes immeubles. Donc, dans votre cas, vous pouvez réemprunter sur votre immeuble, sur vos immeubles. Vous pouvez faire du collatéral sans même emprunter. Si vous êtes financé il y a des banques et des coopératives qui donnent des options de collatéral, qui a ses avantages et ses inconvénients.
Donc, au lieu même de refinancer, vous faites juste une collatérale et puis ça finance complètement bien une grosse partie de votre, de votre mise de fonds. Ça, c'est aussi une stratégie de financement d'achat sans mise de fonds. Bon, je pense que j'ai répondu. Et là, ça peut prendre combien d'années pour acquérir une maison après l'immeuble? Ben, tout dépend de la transaction que vous avez fait là. Moi, dans le mien, quand je vous disais tantôt, j'ai acheté l'immeuble en novembre, en mars, j'ai refinancé, j'ai sorti 53 000 dollars dedans. Donc, ça dépend de la, de la transaction, ça dépend du projet, ça dépend du projet. Et puis, je sais, le temps est bientôt fini. Oui, ça dépend vraiment des projets. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend des projets. Si vous avez trouvé un bon deal, vous pouvez refinancer rapidement. Donc, ça dépend effectivement des projets. Donc, pour certains, vous avez des questions. Je fais du coaching personnalisé. C'est vraiment une formation personnalisée où je prends les dossiers euh, de chaque individu et puis je l'accompagne dans son besoin. La formation à la carte aussi. La première commence samedi. Et puis, donc, allez sur le site Coaching JD. Pour remplir le formulaire et puis je vais probablement rentrer en contact avec vous. Cette formation a 4 modules, je dirais beaucoup plus, dépendamment de votre profil. 4 modules. Il y a le module 1 qui est l'attitude du millionnaire. Il y a comment est-ce que le millionnaire pense, comment est-ce que le millionnaire réfléchit, c'est quoi son attitude. Je vous dirais, c'est certain aujourd'hui que vous ne réfléchissez plus comme vous réfléchissez quand vous étiez au Cameroun. Les millionnaires, la façon qu'ils réfléchissent est différente de celui qui balaie la rue chez Tim Hortons. Donc, juste, je paraphrase juste comme ça. On ne veut pas dire que c'est un sous-homme, celui qui balaie la rue chez Tim Hortons. Tout travail est louable. Donc, il y a ce module du millionnaire qui va beaucoup plus travailler sur le mindset, ce volet de développement personnel qui me tient beaucoup à cœur. Quelle que soit la business que vous faites, ça prend des mindset. Et je pense dimanche, Stéphanie, il y a eu un panel, des panélistes sur le mindset. Quel que soit ce que vous faites, ça prend le mindset. Mindset. Donc, et dans ce module, justement, comment est-ce que vous gérez votre temps, votre emploi du temps, comment vous gérez vos 24 heures de la journée, la finance personnelle, c'est quoi votre attitude au niveau financier, combien ça coûte, on pourra discuter en détail du frais. Donc, il y a ce module de mindset. Je vous fais renaître again, comme on disait au Coran, de born again. Born again. Travailler votre la façon de penser, travailler aussi au niveau de la confiance en soi, vaincre sa peur. Puis il y a un autre module sur le module sur on appelle ça l'achat de son premier texte. Donc, pour les premiers acheteurs, je vous ai présenté, par exemple, la méthode de prêt réel, les stratégies de financement. Donc, je vous prends la main et puis on va de bout en bout les différentes étapes pour acheter votre premier plex. Comment est-ce qu'on cherche un immeuble rentable? Comment est-ce qu'on calcule la rentabilité d'un immeuble? Ça ne s'achète pas comme un bout de pain, tout se calcule. Quand je fais l'acquisition, je sais que soit c'est négatif, soit c'est positif. Et si c'est négatif, combien de temps ça prendra pour rendre ça positif? Donc, il y a ce genre de calculs qu'ils ont fait. Et je vous apprends un peu aussi la négociation. Quand vous entendez que l'offre est demandée, prix demandé 354 000 et puis je donne 337 000 et je demande au vendeur de financer 37 000, c'est à la suite des négociations.
Grosse négociation. J'ai fait 4 offres one shot au vendeur. Il avait l'embarras de choix et puis il est parti sur l'une des choix et on a commencé la négociation. Donc, je vous apprends un peu les stratégies de négociation dans ce module-là. L'inspection, la visite de l'immeuble, la recherche d'immeubles des potentiels deals. Et puis, il y a un autre module sur la gestion d'immeuble. Quand vous avez acheté votre immeuble, comment vous vous comportez vis-à-vis d'un locataire, c'est quoi votre devoir et responsabilité en tant que propriétaire, comment est-ce que vous cherchez un locataire, faire l'enquête de crédit pour trouver un bon locataire, la mise en marché de votre immeuble. Il y a aussi un petit bout sur le droit immobilier, ça je viens de parler là, et puis le droit immobilier, il y a aussi, je parlerai un peu de la fiscalité. J'ai des amis fiscalistes là, qui pourront accompagner, qui vont accompagner au niveau de la fiscalité. Oui, il y a un 4e module, mais ça c'est vraiment à très haut niveau, très haut niveau. Ce que j'ai baptisé le facteur X, accélérateur d'investissement immobilier. Là, c'est là où on parle vraiment des techniques très avancées d'investissement immobilier, avec des contrôleurs, des techniques vraiment très avancées pour l'immobilier. Bâtir son équipe, des optimisations d'immeubles. Quand on prend un immeuble, je prends un immeuble par exemple qui est négatif et puis je le convertis en positif, le cash flow en positif. En un laps de temps, peut-être en faisant de l'optimisation, convertir le chauffage électrique, le chauffage mazout à électrique, convertir le gaz à électrique, augmentation des loyers, rénovation et optimisation. Dans tout ce bout-là, ça rentre dans des stratégies à haut niveau, facteur X accélérateur. Puis les processus de roulement, les partenariats, comme je disais tantôt, c'est là-dedans on aborde tous ces éléments-là. Bon, je ne sais pas s'il y avait peut-être une dernière question. Je pense que si vous avez besoin d'autres informations, moi, si je l'ai fait, ça veut dire que vous pouvez le faire. Je suis arrivé ici avec $5,000 de dette, 5 000 euros. Je suis parti à Béja, 5 000 euros de dette. Donc, je suis venu ici avec 5 000. Et en un an, j'ai remboursé les 5 000 euros là. Et donc, si je pars de moins 5 000 euros de dette à 3 millions de dollars et je toujours être petit, moi, je vais arriver là où je veux. Quand vous marchez là, vous voyez les tours, je veux avoir ça. Donc, si je parviens à arriver ne serait-ce à mon niveau d'aujourd'hui, c'est que vous êtes aussi capable d'y arriver. Comme je dis, si vous voulez faire quelque chose, faites comme ceux qui ont réussi ont fait. Ne perdez pas du temps à aller creuser. Prenez le chemin défriché et avancez vite. Et si je l'ai fait, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et ça sera toujours un plaisir de voir la communauté s'agrandir. C'est que quand on arrive au club des investisseurs immobiliers, que l'on voit des investisseurs de couleur parmi les investisseurs. Le fait, quand je vous disais acheter avec $0 de mise de fonds, là, c'est les bagages que j'ai. Ça a un coût. Et la façon de discuter avec le vendeur, tout cela a un coût. Ça prend donc une bonne maîtrise de son sujet. Et comme vous êtes un ingénieur dans votre domaine en informatique, en télécom, ça peut aussi être un ingénieur en immobilier pour avancer. Donc, faire une formation, ce n'est pas une perte. Et vous pouvez aussi faire l'auto-formation si vous tenez à économiser sur des sous. J'espère que vous avez été satisfait. J'espère également que vous avez eu la réponse à toutes vos questions. Comme je disais, pour ceux qui ont des préoccupations supplémentaires ou des cas particuliers, ils peuvent aller sur la plateforme coaching, le site web coaching GD pour envoyer des demandes d'informations. Ça me fait effectivement vraiment plaisir de répondre à leurs questions.
Bon, sur ce, je vois qu'il reste 4 minutes. 4 minutes, on va devoir se séparer. Il y aura probablement des, il y aura probablement des- d'autres lives qui viendront. Il y a beaucoup de sujets en immobilier. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Bon, sur ce, bonne soirée. Wow. Bye bye. Ciao.